Merci. Voilà, là, je crois que c'est l'occasion, non pas de faire du tourisme intellectuel, mais de réfléchir ensemble, de poser des questions. Et puis, je dirais que je vais présenter des choses, mais voilà, je ne détiens pas la vérité. Et puis, à travers les questions, vos remarques, vos critiques, on pourra sans doute avancer ensemble. Avant de commencer, je fais toujours une petite page de publicité, parce que tu as dit que l'Observatoire était soutenu, mais il est surtout soutenu par des gens comme vous. Et on a besoin de ce soutien. C'est-à-dire qu'on n'est pas un organisme public du tout, on a très peu de subventions publiques. On a quelques partenaires comme la Fondation Abbé Pierre, Alternatives économiques, et un petit peu de la région centre, mais c'est très faible, et peu d'autres. Mais et puis après, sur d'autres des projets, mais vous ne ressortirez pas sans chacun avoir fait un don sur votre smartphone avec votre carte bleue, parce que j'ai pas le truc pour prendre les cartes bleues, mais voilà. Je cotise 5 euros par mois. Voilà, alors voilà, vous êtes quelqu'un de remarquable. On a besoin de gens, sans des gens. Non, mais pour nous, ces soutiens, c'est à la fois important financièrement, hein, quasiment la moitié de notre budget, c'est des dons comme les vôtres. Et puis aussi, ça nous encourage moralement dans une période qui est quand même pas facile, avec des moyens extrêmement limités. Là, on est 2 salariés et demi, et un budget très faible. Et en même temps, parfois, on se dit, bon, bah, le combat, il est un peu difficile, et on a besoin de ces soutiens. Donc, merci. Merci à tous les autres. Une des façons de soutenir, c'est d'acheter d'ailleurs le rapport. Vous pouvez rapport acheter notre rapport en ligne. Qui est sorti au mois de juin, et puis un autre ouvrage, Que faire contre les inégalités. L'Observatoire des inégalités a été fondé il y a 15 ans. 15 ans, c'est 2003, en réalité, donc bientôt 15 ans. En fait, à la suite de l'élection de 2002 et de la présence au second tour du candidat du Front National. On était à l'époque donc 3, et notamment avec un philosophe qui s'appelle Patrick Savidan, qui est un ami. On était tous les deux, on habitait tout simplement dans la même rue à Tours, et on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose en tant qu'intellectuel. Est-ce qu'on agit directement contre les inégalités avec des nombreuses associations, comme la Ligue de l'enseignement, pourquoi pas, ou est-ce qu'on essaye de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que donner des armes aux autres, aux associations, aux éducateurs, aux citoyens, pour se débattre dans ce combat sur la question des inégalités. Et on a fait le choix de servir d'intermédiaire, de se situer dans un plan, je dirais, d'un débat médiatique un peu, de prise de parole sur cette question des inégalités. Pour faire le bilan, parce qu'on visiblement n'a pas réussi à révolutionner la société française, on a quand même apporté quelques pierres au débat. Un débat qui, si on continue à exister, c'est qu'il nous semble encore très sous-informé. Alors je ne vais pas vous parler de tout ce dont je ne vous parlerai pas, mais à l'évidence, on reste quand même comme l'ivrogne qui cherche sa clé sous le lampadaire la nuit. Il y a des choses dont on ne vous parle pas parce qu'on ne dispose pas des clés pour vous en parler. Je suis incapable de vous dire quel est le taux de chômage des Noirs en France. Pourtant, c'est important. De savoir quel est le taux de chômage des Noirs, est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont noirs ou est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont une catégorie sociale différente. Donc ça, je ne peux pas vous en parler. J'ai publié récemment quelques éléments sur les inégalités face à la justice, par exemple. C'est extrêmement important de savoir est-ce qu'on est condamné justement ou pas. J'ai très peu d'éléments pour vous en parler sérieusement, assez anciens et très, très parcellaires, etc. etc. On ne va pas continuer longtemps là-dessus parce que c'est un peu démoralisant. On se dit que malgré tout, avec les éléments qu'on a, ça vaut le coup quand même de publier des choses. Alors, Bernard, tout ce qui est là-dedans est officiel. Il n'y a rien d'officieux. Toutes les statistiques qui sont là sont à la disposition du public, à la française, comme toujours, c'est-à-dire sans souci de mise à disposition. On a un beau service public, mais qui ne s'inquiète pas du tout, à la différence du service public américain, de savoir comment transmettre ces données-là et qui livre des tableaux Excel. Une partie de notre savoir-faire, c'est de savoir où chercher les stats qui sont à disposition de tout le monde. Et puis ensuite, de valider leur portée, de faire des calculs, d'indicateurs, etc. Mais on n'a aucune source propre
vous en doutez, avec 2 salariés et demi, on n'a aucune source de recherche et on n'a même aucune expertise dans le domaine de la recherche. On est incapable nous-mêmes de maîtriser des bases de données avec des milliers et des milliers d'indicateurs. Donc, il n'y a pas de scoop dans ces données-là ou de données qu'on ne trouverait pas vraiment par ailleurs. On a une certaine maîtrise de la source, mais ça ne va pas guère au-delà. Il nous semble que le débat sur le sujet des inégalités est très souvent caricaturé pour des raisons politiques, et on essaye de sortir de ce débat-là. Ce que je vais faire ce soir à la demande de Bernard, c'est d'expliciter un peu notre démarche, et puis quand même, rapidement, de donner quelques éléments de notre démarche, de vous intéresser. Je suis pas forcément toujours écrit, et puis quelques éléments sur le fond. Tu me donnes jusqu'à quelle heure je peux parler? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Ça va, non? Oui, bien sûr. Hein. Je m'adapte. Sur notre démarche, j'ai dit un peu qui on était, mais quels sont nos principes? Le premier principe, c'est l'indépendance de tout parti politique, école de pensée, syndicat, entreprise. On s'est auto-proclamé, on est extrêmement soucieux là-dessus. C'est aux gens qui nous lisent de déterminer de notre capacité d'indépendance. Le fait qu'on soit situé à Tours nous donne une certaine invisibilité politique, socio-idéologique et beaucoup moins de contact, donc une forme d'imperméabilité, je dirais, par rapport aussi aux politiques. C'est pas anodin. On fréquente très peu les cénacles parisiens. Voilà, très peu. On n'appartient pas à une école de pensée donnée. C'est peut-être pas d'ailleurs anodin au fait que ça a été fondé par un journaliste et un philosophe, qui sont finalement... ça aurait été un peu plus complexe avec un sociologue et un économiste, vous voyez, on les aurait un peu plus facilement classés dans une chapelle. Et nous, beaucoup de gens ont du mal à nous classer, ce qui, pendant assez longtemps, ça produit un déficit de reconnaissance, je dirais, auprès de la gauche médiatique parisienne classique. Puis ça continue. Un organe de presse comme Le Monde diplomatique n'a quasiment jamais parlé de l'Observatoire des inégalités, alors qu'on a eu des dizaines et des dizaines de papiers dans la presse régionale, dans la presse féminine. On a été beaucoup plus vite médiatisé à travers une presse grand public, c'est d'ailleurs ce qu'on cherchait, plutôt que dans les canaux traditionnels de l'information militante de gauche. Ce qui ne nous gênait pas, parce que c'est pas ça qu'on cherchait. Le deuxième point, même si c'était fondé par un journaliste et un philosophe, c'est l'ouverture disciplinaire, c'est-à-dire que souvent on parle des inégalités d'un point de vue économique. Pour nous, les inégalités, elles peuvent être éclairées par l'ensemble des sciences, la philosophie bien sûr, l'économie, la sociologie, le droit, l'histoire, si on peut arriver à les faire parler. Le troisième point est extrêmement important, c'est l'ouverture vers un large public. Là, je fais ce que je ne devrais pas faire, c'est-à-dire je parle devant vous, alors que je sais que votre capital culturel il est dans les 1 ou 0,5% les plus élevés. En réalité, nous, ce qu'on cherche à viser, c'est le public qui est à sensibiliser, c'est-à-dire en particulier les plus jeunes et les moins politisés. Rester dans l'entre-soi des convaincus que les inégalités explosent et que demain notre société va s'effondrer, c'est pas vraiment notre truc. Pour nous, l'important c'est d'essayer de faire bouger les lignes avec des gens qui n'ont pas forcément une formation idéologique très importante et qui hésitent, et qu'on pense que c'est là que les choses peuvent changer, plutôt que se faire plaisir dans l'entre-soi de nous avec des théories très compliquées que personne ne comprend, ce qui implique un sacrifice, un gros travail de vulgarisation, de retravail, de mise à disposition. Peut-être qu'on le fait sans doute encore pas assez bien, mais en tout cas on passe beaucoup de temps à fermer le robinet pour le rendre plus clair pour notamment en particulier les jeunes. On a tout un projet jeune, je n'ai pas le temps d'en parler, mais pour nous très important. Quatrième point, on a un objectif qu'on pourrait qualifier de, disons, scientifique, pseudo-scientifique, au sens où on se démarque d'une démarche militante. On ne fait pas de marketing des inégalités,
Je pourrais être très riche en intervenant et en faisant des livres sur les riches sont très méchants, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont très méchants et c'est très mal. Ben nous, c'est pas ça ce qu'on pense. On pense que c'est plus compliqué que ça. Et voilà, on essaye de faire un bilan dans ce rapport quand les inégalités diminuent. On dit que les inégalités diminuent. On n'essaye pas à tout prix de montrer qu'elles montent. Et quand ça change, on dit que ça change. On pourrait parler, par exemple, je ne veux pas en parler beaucoup, mais de l'exagération en France qu'on a sur la pauvreté. Cinquième principe, c'est une pluralité d'opinions pour définir ce que sont finalement pas les inégalités, parce qu'il y a un faux débat qu'on peut passer assez rapidement sur l'égalitarisme. À l'intérieur de l'Observatoire, il y a des inégalités de salaire. Mais à partir de quel moment elles sont justes, elles ne sont pas justes, on a des opinions différentes là-dessus, ben on fait travailler des gens qui ont des opinions différentes. Ce n'est pas un blog, ce n'est pas le blog de Louis Morin et de Patrick Saint-Vidant. D'ailleurs, on n'est même pas d'accord entre nous, ça serait quand même compliqué. Quand on a publié l'an dernier « Que faire contre les inégalités », voilà, il y avait une pluralité d'expressions sur le que faire, avec des gens avec lesquels on n'était pas d'accord, qui n'étaient pas d'accord entre eux, mais pour nous, c'était important. Bon, après, on peut juger que notre spectre n'est pas forcément assez large, c'est une critique qu'on peut nous faire, que j'accepte, mais en tout cas, voilà. On n'est pas dans une démarche de défense d'un programme unique, qu'on est incapable d'ailleurs d'élaborer. Donc ça, c'était pour nos principes. Un point, je pense peut-être, qui nous caractérise, c'est une interrogation assez forte sur la démarche d'observation elle-même des inégalités, notamment des outils. Pour nous, la maîtrise de l'outil, de la construction de l'appareil statistique est quelque chose d'essentiel, de totalement essentiel. On est rempli de fake news qui ne sont pas liées à la manipulation de l'information, mais au mauvais usage de la statistique. Je pourrais prendre un très grand nombre d'exemples, mais ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est les comparaisons européennes qui sont très souvent faussées, enfin, avec des concepts qui sont différents et on compare des choses qui ne le sont pas. On se confronte à ça très souvent. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire travailler ensemble des domaines d'inégalité, le revenu, l'éducation, l'emploi, la santé, le logement, etc., et des catégories de population, des catégories d'âge, d'origine ethno-culturelle, je ne sais pas comment l'appeler, ou de couleur de peau, de sexe, de catégories sociales, notamment, qu'on essaye de faire travailler ensemble à l'Observatoire des inégalités. Moi, quand on me pose la question, est-ce que les inégalités augmentent, sous-entendu, c'est est-ce que les inégalités de revenus ont augmenté ces 5 dernières années? Alors moi, je réponds, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que les inégalités augmentent? Ça dépend de quoi vous parlez, dans quel domaine, entre qui et qui, et à partir de quand. Et notre observation, on prend bien soin toujours de la situer donc dans le temps et dans l'espace. Enfin, parce que quand même il faut parler du fond, mais on a une réflexion à la fois sur les inégalités entre les individus, d'un point de vue micro, on pourrait dire, mais aussi à l'évidence une interrogation qui est souvent passée à la trappe sur le système lui-même. À quoi ça servirait d'être égaux, de s'en tenir à l'égalité d'échange dans un système ultra compétitif qui serait insupportable à vivre. Et donc on se pose bien la question du côté supportable à vivre ou pas du système. Pour nous, c'est une réflexion permanente. Et on voit bien l'insuffisance d'une réflexion sur l'égalité des chances par rapport à ça. Voilà, sur notre démarche, je pourrai y revenir bien entendu dans les questions. Sur l'état des inégalités en France aujourd'hui, comment je peux le résumer en une demi-heure? Ce que je vais faire là avec vous, c'est disons un peu comme si on était dans un musée, puis je vous montrais simplement les œuvres principales, ce qui moi aujourd'hui, parce que pour travailler cette intervention, j'ai retravaillé, j'ai pas les mêmes choses que j'aurais pu dire il y a un mois ou encore moins qu'il y a un an. En permanence, ces œuvres, elles changent. Et donc la sélection que moi, Louis Morin, je fais aujourd'hui, ce soir, que peut-être que dans un mois, je ne ferai pas la même sélection, et que quelqu'un d'autre de l'Observatoire ne ferait certainement pas la même
sélection, bon, on retrouverait quand même probablement des éléments communs. Le premier point fondamental, sur lequel je pourrais terminer, mais je vais pas terminer parce que ça donnerait une fausse image, mais on est un des meilleurs modèles sociaux du monde avec une très grande performance. Il ne faut jamais l'oublier. Par exemple, sur l'école, on a de moins en moins d'échecs scolaires. L'école ne produit pas tous les ans 140 000 décrocheurs ou illettrés. Contrairement à ce qu'on a pu lire, dire dans les milieux informés, parce que rassurez-vous, le grand public, ça n'arrive heureusement pas jusqu'à lui, mais non, l'école n'augmente pas les inégalités en France, et non, la France n'est pas la championne du monde des inégalités scolaires, comme on a pu le dire. Bon, on a participé un peu, il faut l'avouer, à ça pendant un temps, et quand on s'est aperçu qu'on racontait un peu des bêtises, on a infléchi notre ligne, parce qu'on s'est aperçu qu'on racontait un peu des bêtises sur ce sujet-là. Je pourrais en parler longtemps, mais pensez à l'école maternelle, pensez aux moyens qu'on investit dans l'enseignement secondaire, pensez à l'enseignement supérieur quasiment gratuit de notre pays, pensez aux BTS et aux IUT, qui sont quand même des formations d'excellente qualité que le monde nous envie. Bref, je ne vais pas continuer longtemps, mais c'est important de le dire. C'est important de dire aussi qu'au moins jusqu'en 2008, les niveaux de vie ont continué à s'élever. Pour ceux qui sont nés, qui ont connu les années 70 d'entre vous, entre les années 70 et la fin des années 2000, le niveau de vie réel, après inflation, a été multiplié par 2. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les pauvres d'aujourd'hui, si on utilise un seuil de pauvreté fixé au niveau de vie, à la moitié du niveau de vie médian, ont le niveau de vie des classes moyennes des années 70. Il faut quand même avoir ça en tête quand on parle des grandes évolutions, etc., la catastrophe. Ça c'est vrai aussi. Songer à l'accès aux nouvelles normes de consommation, on a plein d'outils. Alors moi j'ai un peu d'argent, mais l'équipement des ménages, même des ménages populaires en nouvelles technologies le montre bien. Songez, et c'est sans doute la plus grande des transformations des 50 dernières années, au changement de la place des femmes dans la société. C'est quelque chose de tout à fait considérable. On peut dire que c'est trop lent, etc. On peut dire plein de trucs. En tout cas, c'est un énorme changement dans notre société. Bref, il me semble qu'on a, et on doit être très attentif quand on fait un observatoire des inégalités, une forme de double effet pervers de ce qu'on produit. Qu'un certain nombre à mon sens, un certain nombre d'idéologues de gauche se rendent pas compte, qui jouent un peu avec le feu, pour 2 raisons. La première, c'est un effet d'intériorisation. Quand je fais cet exposé-là auprès de jeunes dans les lycées et dans les collèges, je passe une grande partie de mon temps à leur dire: je vais vous parler des inégalités, je ne vous parle pas de mécanique. Je ne vous parle pas de reproduction mécanique de la société, etc. On voit très bien comment un discours d'exagération sur la pauvreté, le chômage, peut avoir un effet auprès, et notamment des jeunes, totalement délétère, avec le sentiment que à quoi bon ça sert de faire des études si de toute façon je vais me retrouver au chômage, et puis si j'ai n'importe quelle place, je suis caissière chez Netto avec un demi-SMIC, c'est très bien, puisqu'il y a des millions et des millions de gens qui attendent à la porte. On voit bien comment ce discours il peut produire finalement des inégalités en enfermant notamment les jeunes dans ce type de situation. Deuxième point, et là l'actualité regorge d'exemples. On voit très bien comment, à partir de la critique sociale, on peut aboutir à des politiques qui vont vers une remise en cause de notre modèle pour un modèle encore moins bon. Sur le mode, vous voyez bien le prix que ça nous coûte, l'école, la santé, le logement, etc. etc. Et puis, vous voyez bien ce que ça produit. Ça ne marche pas. Vous-même, vous le dites dans votre observatoire que ça produit. Donc, on voit bien ce risque-là. Pour moi, il est très important de le souligner. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, vous vous dites, mais pourquoi il fait un observatoire des inégalités s'il pense qu'on a un beau modèle social qui marche super bien? Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que c'est important de le souligner. Alors, si j'avais pu vous montrer des slides, je vous aurais montré, par exemple, que la France est le pays où le taux de pauvreté est un des plus faibles au monde. D'ailleurs, c'est le plus faible des grands pays
occidentaux. Fait mieux que nous, simplement, le nord de l'Europe, qui n'a pas le même passé, la même histoire économique, industrielle, migratoire. Comparer la Norvège et la France, je veux bien qu'on les compare, qu'on mette sur le même plan. De l'occasion, dans la comparaison internationale, qu'on arrête de comparer le Luxembourg et les États-Unis, par exemple. Ça n'a aucun sens, ou Malte, ou des pays exotiques comme ça, quand on voit des comparaisons internationales. Mais même, quand on parle d'inégalité, on peut se demander le sens de la comparaison de la Norvège et de la France. Parmi les grands Européens, on est le pays où le taux de pauvreté est le plus faible. Voilà. Alors malgré tout, tout ne va pas si bien, et si on se bat contre les inégalités, c'est bien qu'on pense que ça, c'est pas notre modèle. Il est quand même, il est face à des chocs. Et le premier, c'est bien entendu le chômage, qui frappe massivement les moins favorisés. Quand même un chiffre, entre la mi-2008 et aujourd'hui, on est passé de 3 millions à 5,8 millions de demandeurs d'emploi si on prend les catégories A, B et C, c'est-à-dire plus 70%. Alors depuis à peu près un an, c'est un peu plus calme et ça baisse doucement, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a un effet totalement majeur. Parmi les nouveaux demandeurs d'emploi supplémentaires, on a 8% de cadres d'un côté, 70% d'ouvriers et d'employés. Le chômage est très loin de frapper de la même façon toutes les catégories sociales. Et si j'avais pu vous montrer la slide que je voulais vous montrer, vous auriez vu comment la situation des ouvriers, en particulier des ouvriers non qualifiés, se distingue du reste, avec un taux de chômage qui est de l'ordre de 20%, quand les cadres et les professions intermédiaires, depuis 2008, n'ont vu quasiment aucune augmentation, là, une augmentation très très nette. En réalité, toute une partie de la population française diplômée est très proche du plein emploi, un peu en dessous, avec une marge de chômage, mais l'univers dans l'emploi de ces catégories populaires n'a rien à voir avec ce que peuvent ressentir les cadres. Alors, au-delà du chômage, il y a la précarité, les bas salaires, toute une partie d'invisibilité de femmes notamment qui se retirent du marché du travail, qui ne postulent plus. On ne va plus voir dans les chiffres du chômage, avec les données tout à fait officielles de l'INSEE. Si on met bout à bout les précaires, les personnes qui se déclarent pas comme actives, mais qui déclarent quand même à l'INSEE que si elles reprendraient un travail et les chômeurs, on arrive à un total de 7,7 millions de mal employés sur une population totale d'une trentaine de millions de personnes, c'est-à-dire à peu près un quart de la population est considérée en mal emploi. Comme je l'ai dit, alors j'aurais pu vous montrer cette répartition du mal emploi, mais la crise frappe en réalité une partie de la population, les plus modestes, ceux qui sont déjà fragilisés par des décennies de chômage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger sur ce processus de victimisation. Le général aurait dit la crise, c'est-à-dire que tout le monde est frappé par la crise est partout. Si la crise est partout, la crise est nulle part. C'est-à-dire que tout le monde est frappé, et je dirais même la question du partage de la richesse n'existe plus, puisqu'on est tous victimes de la crise à un moment ou un autre, où on risque tous d'être placés au chômage. À la limite, il n'y a plus de questions sociales, et puis on s'est débarrassé du problème. Ça nous amène à penser qu'il suffirait de corriger les dérives d'une poignée de super riches, là, les 1% du haut. Et ça arrange tout le monde. C'est très français, hein, les super riches. Comme ça, tous ceux qui sont riches, mais qui sont en dessous, par exemple, des 1%, donc jusqu'au 99e %, c'est les autres. Puis je pense même que le 1%, il se dit que finalement, c'est pas lui, mais c'est encore lui, celui qui est encore au-dessus, etc. Et du coup,
il me semble qu'on ne comprend plus la société. Quand on raisonne comme ça, on a évacué la société. Alors, je ne nous empêche pas de dire l'indécence de certaines fortunes et certaines formes d'enrichissement, mais enfin, il me semble qu'on a là une forme de leurre. C'est-à-dire qu'à se concentrer là-dessus, on oublie la structure des inégalités. Nous, ce qui nous intéresse, bon, on va dire, bien sûr qu'on publie des choses sur les super riches, mais on n'en fait pas notre fonds de commerce, et puis c'est pas ce qui nous passionne le plus, à vrai dire, c'est de comprendre la structure des inégalités globalement. Aujourd'hui, une conséquence de ce chômage, c'est une césure dans notre société entre, on pourrait dire, alors je schématise, mais je pense que c'est une façon de comprendre. Il n'y a pas deux mondes totalement étanches, mais entre d'un côté les protégés et de l'autre côté les flexibles. Quand on regarde, j'aurais pu vous montrer la répartition de l'emploi, quand on considère l'univers des salariés, avec les CDD, les stages, l'intérim, la précarité. Et il y a une enquête du ministère du Travail sur la part des personnes en CDI qui se disent menacées, qui sentent leur emploi menacé. Alors la part est peut-être plus importante que ça, et puis je ne parle pas là des non-salariés, où là on a un univers entier d'inégalités bien plus grand, mais on a encore en gros un tiers, je dirais, total de personnes insécures. Qui sont les sécures ? Les sécures, c'est d'abord ceux qui ont un statut de la fonction publique, qui est extrêmement protecteur dans notre pays. Ça, on le sait bien, on l'a bien dit, etc. C'est très clivant. Il y a ensuite le niveau de diplôme, je l'ai montré avec les taux de chômage. La garantie majeure et globale, c'est d'abord le niveau de diplôme. Et puis, il y a d'autres formes de sécurité, comme le patrimoine, le capital social, le fait ou non de travailler dans une grande entreprise, et c'est quelque chose qui est très clivant, beaucoup plus aux États-Unis, mais aussi très clivant en France. Tout cela détermine des univers sociaux totalement différents. Le fait de savoir, moi je sais que, par exemple, je pratique le kayak, voilà, ben je sais que le samedi matin, je peux aller faire du kayak. Je ne suis pas caissier chez Netto, et si j'étais caissier chez Netto, on pourrait me dire, samedi matin, maintenant, désolé, tu ne peux pas faire du kayak ce samedi-là parce que tu vas aller travailler de telle heure à telle heure. C'est le cas de beaucoup de jeunes. C'est le cas d'une partie de la population importante. La césure entre ceux qui savent ce qu'ils vont faire de leur emploi du temps de la semaine ou demain, c'est-à-dire que, bon, moi, je l'observe, je travaille dans une petite entreprise, association, puis dans une autre en même temps, mais je sais que mon capital culturel, mon niveau de diplôme ne me mettra jamais à la rue, ce qui n'est pas le cas d'une grande partie des catégories populaires. Les conséquences concrètes sont énormes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois matérielles. Alors pour se loger, quand vous êtes un précaire, quand vous êtes en CDD, trouver un logement, c'est extrêmement difficile. Comme je dis, parler des loisirs, mais de la vie de famille, fonder une famille, avoir des enfants, etc., c'est important. Mais elles sont aussi dans l'idée de ce qu'on se fait qu'est la vie, quoi, hein, la suite, la façon de vivre dans notre société, avec une forme de marge de fluctuation. Et par rapport à tout ça, on a bien le sentiment qu'on a d'un côté des stables qui ont besoin de flexible, et que ces stables demandent toujours plus de flexibilité. Il y a une forme de, pour parler comme de Clausewitz, une forme de toujours plus de flexibilité, une forme de gourmandise sociale. On a besoin de ces flexibles. Certains ont parlé tout ça est assez proche de société des serviteurs. On a besoin, moi j'ai mon smartphone, si j'ai besoin de rentrer, de prendre mon appli, j'ai Uber, j'ai un serviteur qui vient et qui me ramène où je veux, et puis je vais comme ça commander un univers de serviteurs. Nous, les flexibles, on a besoin aujourd'hui de cet univers de serviteurs. Puis ces serviteurs-là, il ne faut surtout pas qu'ils coûtent trop cher, parce que sinon ça baisserait notre niveau de vie. Ça, c'est une première forme de clivage. Bien entendu, ça débouche sur des écarts de revenus qui s'accroissent. Je peux peut-être passer un peu rapidement parce que ça a été documenté, quoique ça a été très documenté par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'enrichissement des riches et des plus riches, etc. Bon, voilà, ça a été beaucoup dit. Le seuil des 10% les plus riches pour une personne seule dans notre société,
après impôts et prestations sociales, c'est 3 000 € net. À ce niveau-là, si on regarde la période 2003-2015, on a gagné en revenu annuel 4 000 €. Donc on continue à s'enrichir. Alors, je ne peux pas vous montrer les variations, mais il y a eu une baisse en 2011-2012 du fait de la crise économique qui s'est répercutée sur les résultats des entreprises, qui sont répercutés sur les revenus financiers, plus des impositions Sarkozy et Hollande, qui fait qu'ils ont perdu de l'argent, mais en gros ça fait comme ça, et qui continue à s'enrichir. On n'est plus dans une période de la fête qui a duré jusqu'au milieu des années 2000, d'enrichissement astronomique des plus riches, mais on reste dans une période de progression. Au milieu du gué, les classes moyennes ne sont pas étranglées, martyrisées, enfin bon, il y a beaucoup de marketing des classes moyennes aussi là-dessus. Il y a tout un discours sur, on peut dire, mais de victimisation des couches moyennes, souvent dramatisées. N'empêche que pour elles, on est plutôt dans la stagnation des revenus. Cette stagnation, c'est un changement radical par rapport à la perspective antérieure. À partir de 2008, en gros, les revenus se mettent à stagner. Et c'est comme un train qui avance et que tout d'un coup, on stoppe. Il y a une forme d'inertie forte, et c'est une rupture très forte pour des couches souvent en ascension sociale, d'origine populaire, immigrée, etc., qui se retrouvent devant des revenus stagnants et des grandes difficultés pour leurs enfants. Enfin, tout en bas, il y a 2 ans, on avait diagnostiqué une forme d'abaissement du niveau des plus pauvres. On est revenu dans les données plus récentes avec l'amélioration quand même qu'il y a eu des minima sociaux sous la précédente majorité, et puis quand même du point de vue du marché du travail, des formes d'amélioration aussi, à quelque chose de plus fluctuant, avec une baisse des niveaux de vie. Donc ça, c'est quand même nouveau, parce qu'on n'est plus dans les niveaux de vie augmentent par le haut, mais on a des catégories populaires qui décrochent, mais qui n'est pas un effondrement, parce que, notamment du fait de la qualité de notre modèle social, des allocations logement, des différentes prestations sociales, etc., qui fait qu'on a limité, disons, la casse par rapport à ça. Si la tendance qu'on avait à partir de 2008, entre 2008 et disons 2012-2013, c'était maintenu, ça aurait pu être assez dramatique. Quand je dis les 10% les plus pauvres, on est aux alentours de 700 € par mois pour une personne après impôts et prestations sociales. Cette France-là, c'est la France des ouvriers et des employés. C'est pas la France de tout le monde, la France qui décroche. C'est pas la France des classes moyennes, c'est vraiment la France des catégories populaires. Et quand je dis ouvrier employé, je devrais dire ouvrier employé peu qualifié. Enfin, on a une remontée de la pauvreté, alors qui n'est pas une explosion, mais quand même, on utilise, nous, le seuil de 50% du niveau de vie médian, la moitié du niveau qui partage l'effectif des ménages en deux, avec une progression sur 10 ans de 600 000 personnes. Donc 600 000, c'est quand même pas négligeable. Parmi ce que je retiendrai de ce constat, moi je retiendrai la façon dont les privilégiés maintiennent leur école. Alors vous êtes très informés là-dessus, je peux passer brièvement, mais je vais d'abord rappeler une chose qui me semble toujours étonnée, mais qui me semble étonnante de devoir la rappeler toujours, mais dans notre pays, il y a 16% de la population qui a un diplôme supérieur à Bac plus 2. Il faut qu'on comprenne ça, c'est-à-dire qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les classes moyennes, les couches moyennes, médianes du diplôme de notre pays, c'est le BEP et le CAP. C'est quand on est chef de rayon, il y a un jour, Julien André avait traité Jean-Pierre Raffarin de chef de rayon. Mais chef de rayon en France, c'est une bonne situation. Chef de rayon, c'est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas un revenu négligeable, qui travaille beaucoup et qui est à peu près dans cet univers des couches moyennes. C'est pas du tout négligeable d'être chef de rayon aujourd'hui en France. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit il faut arrêter d'exagérer
dans le débat sur l'école. Là, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les statistiques qu'on a calculées il y a pas longtemps, mais bien entendu que le système français, il fait au fil du temps et des années de la scolarité une forme de d'épuration sociale. On n'a pas d'élitisme républicain, on a un élitisme social. Comment se fait-il que 90% des enfants de cadres obtiennent le bac alors que c'est 2 fois plus que les enfants d'ouvriers non qualifiés? Est-ce qu'ils sont moins méritants, est-ce qu'ils travaillent moins, est-ce qu'ils sont moins intelligents, etc. La composition sociale de l'élite scolaire comprend une part très faible. Alors, il n'y a pas une... C'est très compliqué de mesurer l'évolution dans le temps, parce que la part des ouvriers baisse dans la population. Alors, il est assez logique que la part des ouvriers baisse dans les grandes écoles, il faut arrêter d'exagérer, mais quand même, quoi. En gros, il y a 7%, les catégories populaires qui représentent la moitié, quasiment la moitié, donc 45% de la population des parents, vont représenter 5 ou 6% de la population de l'élite scolaire. Et la défense de ce système-là, de notre beau système scolaire, est très bien organisée et transcende totalement les clivages politiques. Alors que j'exagère un peu en disant ça, mais en gros, la conservation du système tel qu'il profite à mes enfants, à nos enfants, avec des gens qui parlent bien, comme moi je peux le faire devant vous, elle est très bien organisée par toute une partie de la gauche, pour dire ça, les choses plus clairement, avec un refus total de changer de système, de changer la façon du système. On ne comprend rien tant qu'on réfléchit en termes de dispositifs, de soutien scolaire, de taille des classes, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, il est comment marche notre système scolaire, qui ne marche pas comme les autres systèmes scolaires, beaucoup moins inégalitaires. Je n'ai pas le temps de développer, mais ces inégalités scolaires, avec un niveau qui quand même s'élève et se déplace vers le haut, en gros, alors qu'on triait aujourd'hui, on triait auparavant aux alentours de la 6e, le tri se fait maintenant à l'entrée au lycée, c'est là que le grand tri se fait entre les catégories sociales. Ces inégalités, en quelque sorte, cimentent ces inégalités scolaires de diplôme cimentent les inégalités, surtout dans un pays où on a une croyance extraordinaire dans le diplôme. Le diplôme vous poursuit, moi, à 50 ans, le diplôme me poursuit. J'ai mon étiquette de diplômé de l'Institut de pas très loin, là, ce qui n'a aucun sens du point de vue de mes capacités personnelles, mais du coup, ça légitime très profondément les inégalités. La caissière, si elle est caissière, c'est qu'elle n'a pas fait d'études, c'est qu'elle n'a pas étudié, elle n'a pas été assez bonne à l'école, elle n'a pas bien réussi, tant pis pour elle. Et dans notre pays, on a comme ça une forme de bouclier de diplôme très, très protecteur. Et en revanche, une reconnaissance pour la réussite personnelle, le business, bien moins grande. Celui qui fait des camions de pizza et qui réussit, qui monte sa chaîne de pizza, voilà, c'est un petit commerçant, quoi. Alors que celui qui a fait l'ENA, il peut prétendre à toutes les hautes fonctions, etc. etc. Quelques mots parmi mes œuvres, mon 4e point sur les inégalités territoriales. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà débattu de ce sujet-là, mais voilà, donc je vais peut-être passer un peu rapidement, mais il y a eu tout un débat sur la pauvre France périphérique et rurale, des petites villes et moyennes. Ce serait bien en plus dans le 7e de dire oh là là. Les 2/3 des pauvres vivent dans les grandes aires urbaines françaises. Il y a beaucoup de statistiques qui l'ont montré depuis, le fait que statistiquement, c'est pas très difficile de démontrer que non, les pauvres et les catégories populaires ne vivent pas massivement très loin, parce qu'une ville aujourd'hui, c'est pas le 7e arrondissement. Paris, c'est pas le 7e arrondissement. Le 18e arrondissement, le 19e et le 20e, c'est 2 villes de 200 000 habitants chacune. C'est plus que la ville de Tours aujourd'hui. Et dans ces arrondissements, on a des taux de pauvreté qui, notamment dans certains quartiers, sont tout à fait équivalents de ceux de Roubaix. Voilà, il suffit d'aller pas très loin
pour voir beaucoup de pauvreté. Bon, on a beaucoup dit de choses là-dessus. Peut-être ce qui est intéressant, plutôt que de parler des statistiques, parce que, bon, là, moi, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est pourquoi ça? Pourquoi on a dit ça? Il y a à l'évidence des enjeux politiques derrière ça. Ça permet à une partie de la gauche de dire du mal des Noirs et des Arabes des cités, hein, tout simplement, qui profitent de la métropolisation dans leur grande ville, et de mettre en avant les Blancs du pavillonnaire, de les monter contre eux, et du rural contre nos mauvais immigrés. Ça permet à une partie de la gauche de se rassurer par rapport à ça. Je crois que, bon, il y a à l'évidence eu, c'est le discours qui est aujourd'hui repris, qui hier était repris en partie par la majorité, mais aujourd'hui repris par quelqu'un comme Laurent Wauquiez. Il y a de la manipulation politique. Il y a d'autres raisons qui sont des raisons qui sont. Et puis il y a eu une méconnaissance, une incompréhension. Beaucoup de gens ont regardé des cartes sans réfléchir à la densité de ces cartes. Alors je peux vous montrer une belle carte de France, je peux pas le faire parce que je n'ai pas le vidéoprojecteur, mais avec des zones pauvres et rurales où il n'y a personne dedans. C'est-à-dire que il n'y a strictement personne, mais on peut afficher des taux. Vous avez la même chose avec le vote Front National dans les petites communes rurales. On l'a fait avec Hervé Lebras. Bon, si Hervé est venu, voilà, il vous a bien expliqué ça. Et que quand on comprend la densité comme il le comprend très bien, voilà, on voit bien où vont se trouver les pauvres. Il y a quand même des bonnes raisons. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre pourquoi ce truc-là a germé. Il y a d'abord, j'ai dit que les classes moyennes n'étaient pas martyrisées. Dès le milieu des années 90, j'expliquais, contrairement à ce qu'on pouvait dire à l'époque autour d'un sociologue qui s'appelait Henri Mondras, c'est l'homogénéisation, la moyennisation de la société. Enfin, je respecte beaucoup Henri Mondras, mais pas ce qu'il a dit là-dessus. Il y a des vraies difficultés des classes moyennes. C'est-à-dire que si elles vivent moins bien, le fait de vivre, si elles vivent mieux plutôt que les catégories populaires, le fait d'être fragilisé est quelque chose qui peut attirer du ressentiment. Il y a deuxièmement aussi une tentation plutôt de misérabilisme des quartiers de la politique de la ville. Voilà, les espèces on en fait des quartiers à l'opposé, de ghettos où il n'y aurait que des pauvres. N'oubliez pas que et puis on en fait aujourd'hui les territoires de vie des pauvres, alors que les 3/4 des personnes pauvres ne vivent pas non plus dans ces quartiers de la politique de la ville, qui ne représentent qu'une toute petite partie du territoire français. Si dans ces quartiers, la proportion de personnes pauvres est très supérieure à la moyenne nationale, c'est environ 40%, ce qui veut dire qu'il y a 60% de non-pauvres au passage, mais comme ils représentent une petite partie du territoire, globalement, c'est pas dans ces quartiers, c'est pas dans l'éducation prioritaire qu'on va trouver la majorité des élèves défavorisés, loin de là. Dans les deux cas, les 3/4 des élèves défavorisés n'étudient pas dans les réseaux d'éducation prioritaire, les 3/4 des pauvres ne vivent pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une autre raison qui me semble importante m'amène à parler de comment comprendre la pauvreté. Si le nombre de pauvres est beaucoup moins grand dans ces territoires, on trouve aussi en milieu rural, et en France le rural a une image très forte médiatique, mais qui est quand même important, une part de pauvreté, notamment de personnes âgées, et notamment de femmes d'agriculteurs, qui est une pauvreté qui peut-être en nombre est moins grande, mais qui est structurelle, dont il est beaucoup plus difficile de se défaire. Alors il y a encore plus de personnes âgées, de femmes âgées seules qui vivent dans les quartiers des villes, mais voilà, il y a pour moi cette dimension de relation dans le temps à la pauvreté, la capacité de s'en sortir ou pas, qui serait important à prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire sur la partie territoriale. Alors, pour terminer, à partir de tout ça, quel est mon sentiment ? Mon sentiment, c'est qu'on occulte très largement la fracture sociale. Alors, en mettant en avant d'autres formes d'inégalité de la société post-industrielle, je ne sais plus tellement ce que ça veut dire, post-industrielle aujourd'hui, mais
Bien sûr que les inégalités, j'ai dit que ça s'améliorait, mais bien sûr que les inégalités entre les femmes et les hommes persistent. On le voit bien récemment, à travers le temps partiel subi, la précarité, l'accès au pouvoir, la répartition des tâches domestiques. Bien sûr qu'il y a des inégalités d'âge qui sont massives. La conjonction de chômage et de coût du logement très important a un effet majeur sur les jeunes. Les vieux bailleurs ponctionnent la richesse des milliards d'euros chaque année en louant à prix d'or. Alors, voilà, à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est valable dans toutes les grandes villes. La richesse des jeunes, et s'en font des revenus parfois conséquents. Et puis, bien entendu, qu'il faudrait aussi pouvoir parler de la question des étrangers, des immigrés, avec des taux de chômage très importants, où on a la conjonction de faibles qualifications et puis de véritables discriminations selon la couleur de la peau. On n'a pas beaucoup de statistiques, mais on a quand même quelques testings qui le montrent bien. Et puis la discrimination légale, avec 5 millions d'emplois interdits, dont personne ne semble se soucier dans la fonction publique pour les personnes hors Union européenne. Donc on parle beaucoup de la discrimination. Ce qui me semble, moins important à comprendre, c'est la façon dont les inégalités forment un système entre ces catégories et les inégalités sociales. Et je trouve qu'on met souvent l'accent sur la parité pour occulter la précarité, sur la diversité, entre guillemets, pour faire diversion par rapport aux inégalités, à la question des inégalités sociales. On nous dit par exemple qu'aujourd'hui les femmes travaillent gratuitement à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Alors les ouvriers, c'est depuis le 1er avril qu'ils travaillent. Si on raisonne comme ça en termes d'inégalité, on est complètement oublié. C'est-à-dire qu'on se concentre là-dessus, mais les inégalités sociales de salaire entre les ouvriers et les cadres, c'est quelque chose qui paraît totalement légitime et non questionnable, alors qu'eux, ils travaillent gratuitement depuis plus longtemps. J'exagère à dessein, mais c'est vrai que, par exemple, du côté du courant féministe, il me semble que pour certains, peu importe la situation des caissières. En gros, il faudrait qu'on ait autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée et en responsabilité, mais les caissières, tant pis pour elles, elles n'ont pas réussi à l'école, de même qu'on met en avant la lutte des générations pour oublier la lutte des classes, etc. Etc. Et c'est difficile, et notre travail est difficile, d'articuler de ce système, d'articuler les deux, parce qu'on a toujours tendance à être versé d'un côté ou de l'autre, mais une partie de notre travail consiste à tordre le manche un peu dans l'autre sens pour dire ne jetez pas les classes sociales avec l'eau du bain, même si se transformer, etc., que c'est plus compliqué dans un univers où on a 90% de salariés. Une partie du débat, n'est pas systémique et volontairement centré sur des catégories de population et met en avant les inégalités, les discriminations individuelles avec pour but d'occulter les catégories sociales. Quand on a ça et que de l'autre côté, on est tous victimes de la crise, vous avez compris, le social n'a plus de support. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie sociale, on n'a plus à se battre. Je crois que c'est ce que j'aurais dit de façon encore bien plus forte si j'ai parlé devant le Parti socialiste, mais c'est un des grands problèmes de la gauche de ne pas comprendre ce que c'est que les milieux sociaux d'aujourd'hui. Alors, il faut que je m'arrête quand même. En conclusion, quelques éléments de qu'est-ce que je retiendrai de tout ça. Le premier point, c'est la crise ne touche pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec cette extension de la crise, du domaine de la crise. On peut dire l'extension du domaine de la crise, mais c'est les milieux populaires. Et on le voit dans les élections. C'est bizarre, mais là je fais ce que je ne devrais pas faire, mais c'est pas grave, mais quand même, c'est quoi le score du second tour de 2017 et c'est quoi la part des insécures dans notre société? Bon, c'est un parallèle un peu rapide, mais il y a quand même un tiers de personnes qui sont insécurisées. Et ça, en tout cas, à mon avis, ça draine des tensions sociales. Et la question de l'immigration permet aussi de masquer bien des choses, à mon avis. Le deuxième point, c'est la gourmandise des privilégiés. C'est le toujours plus. On le voit bien aujourd'hui, avec les mesures pour les plus aisés. On a besoin de plus de flexibles.
il y a des synchronisations du temps. Enfin, hier, c'était l'ouverture dimanche. Vous voyez, on a besoin de plus de flexibles, de gens qui soient à notre disposition, parce qu'on doit pouvoir faire notre course le dimanche, et on a besoin qu'ils soient des serviteurs. Par rapport à ça, une partie de la gauche allume ce que je trouvais des leurres, et elle se piège elle-même, avec d'un côté les nouvelles inégalités. Voilà, les nouvelles inégalités, je peux faire un truc très savant sur les nouvelles inégalités de la société française, etc. Ouais, parlons d'abord des catégories populaires. Et puis de l'autre côté, les super riches. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est eux. C'est-à-dire que moi, je suis dans les 80, 90, c'est toujours le plus haut qu'il faut montrer du doigt, et on comprend rien. C'est une partie de l'échec de Hollande à son arrivée, avec son histoire de taxes à je ne sais pas combien d'euros, 75% pour les 10 millions d'euros. Aucun sens. C'est-à-dire que ça ne touchait personne, en plus c'était un peu problématique. Mais oui, voilà, mais on ne comprend rien. Et dès le moment où ça s'était annoncé, nous on avait écrit sur le site de l'Observatoire, vous auriez pu lire qu'on courait à l'échec. Que faute d'un discours de responsabilité sur il y a une crise, on doit tous se retrousser les manches, montrer du doigt le haut ne résoudrait aucun des problèmes. Par rapport à ça, je pense qu'il y a une véritable hypocrisie dans certains milieux. Et moi, je trouve que les libéraux ne sont pas hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, moi, mon problème, c'est pas l'égalité, c'est la liberté, c'est qu'on laisse faire les formes de marché. Moi, j'accepte cette idéologie-là, je la combats, mais au moins, elle est assumée. C'est-à-dire que les inégalités, c'est un sous-produit. Moi, je veux faire en sorte que le marché soit libre, qu'on puisse le laisser agir le mieux possible. Ceux-là ne sont pas des hypocrites. Les inégalités, ce n'est pas tellement leur problème. Ceux qui, pour moi, sont hypocrites, c'est faites ce que dit, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils prônent un discours sur les inégalités et qu'une fois au pouvoir, oublient ce discours-là, on fait quelques mesures et puis, finalement, on ne fait pas grand-chose. On fait quelque chose un peu très partiel. Je schématise un peu. Patrick Savidan, il y a 2 ans, je crois, maintenant le temps passe vite, mais peut-être l'année dernière, il publie un ouvrage « Voulons-nous l'égalité ?» que je vous invite à lire. Un ouvrage de philosophe, mais il faudrait s'interroger sur c'est qui finalement ce nous ? Ce nous, c'est nous. C'est-à-dire que est-ce que nous voulons vraiment l'égalité ? En particulier l'égalité scolaire. Est-ce que nous, diplômés, bourgeoisie culturelle, on accepte que les cartes soient rebattues à l'école, que nos enfants ne soient pas à peu près sûrs, sauf s'ils disjonctent, parce que le système leur met une telle pression, ou leurs parents leur mettent tellement de pression qu'ils explosent en vol parce qu'ils sont trop petits par rapport à la pression psychologique, mais c'est quelques pourcentages, c'est pas du tout la règle générale. Est-ce qu'on veut notamment redistribuer les cartes scolaires ? Je pense pas. Et donc je pense qu'il y a pourquoi on continue en partie l'Observatoire des inégalités, c'est qu'il y a un vrai danger, que tout ça heurte finalement nos valeurs, et puis que ces tensions, elles peuvent déborder, on le voit bien, notre démocratie qui reste extrêmement fragile. Je crois, enfin moi, je pense qu'il y a une vraie menace, contrairement à ce que certains ont pu dire. À partir de là, il y a 2 solutions. Soit on arrête l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on dit, on assume les inégalités, c'est l'égalité des chances, un discours libéral, vous voyez, c'est le premier de cordée, c'est-à-dire il montre l'exemple et puis suivons-le. Soit on pense différemment, on pense que la fraternité, la solidarité, ça reste une valeur en tant que telle de notre société. On se pose la question, pas simplement d'être calife à la place du calife ou de la mobilité sociale, etc. Mais on se dit un peu, finalement, comment fonctionne notre société. Et là, le discours est différent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conséquent par rapport à ça. Voilà, j'ai un petit peu débordé, Bernard. Pas trop, ça va. Merci beaucoup. Louis. Oui. Une petite chose quand même. Juste, je te laisse la parole après. Puisque tu as terminé sur le premier de cordée, je voudrais dire, moi qui suis un peu alpiniste et qui ai fait il y a un truc que je voulais dire là-dessus aussi, ouais. Donc, je voudrais simplement dire un petit mot, c'est que c'est une erreur de perspective. Les cordées les plus rapides sont ce qu'on appelle les cordées réversibles, c'est-à-dire où l'un passe devant l'autre et ainsi de suite. Donc
d'un point de vue alpin, la cordée réversible est beaucoup plus efficace, et d'ailleurs ce sont celles-là qui ont gravi les grands sommets, alors que les autres n'ont pas gravi de grands sommets. Donc je crois que je voulais simplement dire cela, puisque ça appuie ton raisonnement, je crois. Non, puis en plus c'est souvent le premier qui fait tomber les pierres sur le second. Voilà. Quand il grimpe. Et l'autre chose, c'est que, bon, je te donne la parole après, peut-être aussi, c'est que, puisqu'on est ici à la Ligue de l'enseignement et qu'on est sous l'égide de Condorcet, l'une des idées majeures de Condorcet était justement de faire en sorte que les citoyens accèdent plutôt également, selon leurs capacités, mais leurs capacités les mieux développées, au savoir et au choix de leur vie. Et ça, c'est pas effectivement ce qui est décrit par beaucoup de gens. Donc on est tout à fait dans cette poursuite révolutionnaire de l'égalité. Pierre-Yves Cossé et après Suzanne. Vous m'intéresse, je vous ai trouvé très discret dans votre propos, comme dans l'écrit, sur les inégalités de patrimoine. Alors, je sais que dans votre papier, vous discutez de problèmes statistiques et de changement de méthode qui vient de vos travaux. Enfin, c'est un débat aujourd'hui très important. Est-ce que la France va vers une société d'héritier avec le débat sur l'ISF? Alors, je vais vous poser deux questions. D'abord, vous avez dit qu'à propos de revenus, le classement de la France était qu'elle n'était pas un pays très inégalitaire comparé aux autres.